Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel. Ce que Machiavel décrit ici n'est pas une remarque cynique sur la morale humaine. C'est une observation sur la hiérarchie des pertes. Certaines atteintes sont émotionnelles, d'autres sont structurelles. Et les atteintes structurelles provoquent toujours des réactions plus profondes que ce que l'on imagine. L'humiliation publique appartient à cette catégorie. Elle ne touche pas seulement l'ego, elle touche la position. Dans une interaction privée, une critique peut être absorbée. Elle peut être discutée, relativisée, reformulée. Mais dès qu'elle devient publique, elle change de nature. Elle cesse d'être une opinion et devient un signal social. Ce signal n'est pas destiné uniquement à la personne visée, il est destiné au groupe. Et c'est précisément ce qui rend la réaction si intense. L'humiliation publique n'est pas une attaque sur un argument, c'est une tentative de repositionnement. Elle redéfinit la place visible de quelqu'un dans une hiérarchie implicite. Même si les mots sont légers, même si l'intention paraît anodine, l'effet est structurel. L'image est déplacée devant témoin. Or, dans toute dynamique sociale, la position est plus vitale que l'émotion. On peut tolérer une offense privée, on peut supporter une critique individuelle, mais perdre une position devant un groupe active un mécanisme beaucoup plus ancien. Ce mécanisme ne concerne pas la dignité abstraite, il concerne la survie sociale. Car dans un groupe humain, la perception détermine l'influence et l'influence détermine l'accès aux ressources, au respect, à la sécurité. Lorsque quelqu'un est publiquement humilié, il ne ressent pas seulement une gêne, il ressent une diminution visible. Et cette diminution crée une urgence. L'urgence de corriger, de compenser, de restaurer. C'est pour cela que la réponse est souvent disproportionnée. Elle n'est pas dirigée contre la phrase prononcée. Elle est dirigée contre le déplacement de statut. Plus l'humiliation est visible, plus la réaction tend à l'être aussi. Non par excès émotionnel, mais par nécessité structurelle. Ce qui a été fait devant le groupe doit être corrigé devant le groupe. Beaucoup de conflits violents ne commencent pas par des désaccords profonds. Ils commencent par une scène publique où quelqu'un a été réduit symboliquement. Le contenu initial est souvent insignifiant, mais le contexte transforme ce contenu en signal hiérarchique. Et un signal hiérarchique appelle une réponse hiérarchique. Le groupe, même silencieux, joue un rôle central. Il observe, il enregistre, il ajuste ses perceptions, et la personne humiliée le sait instinctivement. Ce regard collectif amplifie l'impact. L'attaque n'est plus bilatérale, elle devient triangulaire, attaquant, cible, audience. Dans ce triangle, l'absence de réaction peut être interprétée comme acceptation du nouveau statut. Et c'est cette interprétation potentielle qui rend la situation explosive. La violence, verbale ou physique, apparaît alors comme une tentative brutale de rééquilibrage. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne dépend pas uniquement du caractère des individus. Elle est inscrite dans la logique des groupes. Plus le groupe est soudé, plus la hiérarchie implicite est sensible. Plus la hiérarchie est sensible, plus toute tentative publique de repositionnement devient dangereuse. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines humiliations déclenchent des réactions immédiates alors que d'autres produisent d'une violence différée, parfois beaucoup plus destructrice. Toutes les humiliations publiques ne produisent pas la même réaction. Certaines déclenchent une réponse immédiate, explosive, presque instinctive. D'autres semblent absorbées sur le moment, puis réapparaissent plus tard sous une forme plus froide, plus calculée,
parfois plus destructrice. La différence ne tient pas à la gravité objective des mots prononcés. Elle tient à la lecture stratégique de la scène. Lorsqu'une humiliation survient, la personne visée évalue inconsciemment plusieurs éléments en quelques secondes. La taille de l'audience, son propre statut antérieur, le statut de l'attaquant et surtout la possibilité de rééquilibrer immédiatement la situation. Si une réponse rapide peut restaurer la position sans aggraver la perte, elle surgit presque automatiquement. Elle peut être verbale, ironique, tranchante. Elle vise moins à convaincre qu'à neutraliser le déplacement hiérarchique. Mais lorsque l'écart de pouvoir est trop important, par exemple si l'humiliation vient d'une figure dominante dans un cadre public, la réponse immédiate devient risquée. Une confrontation directe pourrait aggraver la perte de statut. Dans ce cas, la réaction est souvent différée. La personne semble accepter sur le moment, parfois même sourire. Pourtant, la scène n'est pas oubliée. Elle est enregistrée comme une dette symbolique. Cette dette ne concerne pas l'orgueil blessé. Elle concerne l'équilibre social. Une perte publique non compensée modifie durablement la perception du groupe. Même si personne ne formule ce changement, il influence subtilement les interactions futures. La personne humiliée le ressent, et cette perception peut alimenter une volonté de rétablissement ultérieur. C'est dans ce contexte que naît la violence différée. Elle ne prend pas toujours la forme d'une agression physique. Elle peut être stratégique, sabotage discret, retrait d'alliance, critique publique ultérieure, attaque indirecte. Ce qui compte n'est pas la forme, mais la restauration de position. L'objectif implicite reste le même, rééquilibrer le signal envoyé au groupe. Il faut comprendre que l'humiliation publique n'est pas seulement une attaque ponctuelle. Elle crée une trace mémorielle collective. Le groupe se souvient inconsciemment de la scène. Même si l'événement semble banal, il devient un repère, et les repères influencent les hiérarchies. Une seule scène peut suffire à modifier la manière dont les autres s'adressent à quelqu'un. Plus le groupe est large ou prestigieux, plus l'impact est intense. Une remarque humiliant quelqu'un devant 2 personnes n'a pas le même poids que la même remarque devant 20. L'audience amplifie la portée symbolique. Et plus la portée est grande, plus la nécessité de réponse devient pressante. Il est également important de noter que l'humiliation est perçue comme telle non seulement par le contenu, mais par la mise en scène. Le ton, le timing, le rire éventuel du groupe transforment une critique en abaissement. Ce qui blesse n'est pas uniquement ce qui est dit, mais la validation implicite du groupe. Le rire collectif, même léger, scelle le déplacement de statut. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines personnes utilisent l'humiliation publique comme outil de domination et pourquoi cette stratégie, bien qu'efficace à court terme, crée souvent une instabilité à long terme dans la hiérarchie. Certaines personnes utilisent consciemment l'humiliation publique comme outil de domination, non pas parce qu'elles cherchent nécessairement le conflit, mais parce qu'elles comprennent intuitivement qu'une scène publique redéfinit la hiérarchie plus rapidement qu'un argument privé. Une remarque ironique devant un groupe, une critique formulée avec assurance, une mise en défaut théâtralisée, tout cela produit un effet immédiat. Le groupe enregistre une supériorité relative. À court terme, la stratégie fonctionne. Celui qui humilie paraît dominant. Il impose un cadre. Il montre qu'il peut déplacer quelqu'un publiquement sans résistance immédiate. La scène crée une asymétrie visible, et cette visibilité renforce sa position. Mais cette domination comporte un coût structurel.
car toute humiliation publique crée une tension latente. Elle oblige la personne visée à envisager une restauration future. Si cette restauration ne peut pas se faire immédiatement, elle cherchera un autre moment. Le conflit devient différé. Et un conflit différé est souvent plus froid, plus stratégique, moins prévisible. La domination par l'humiliation repose sur un principe fragile, l'acceptation collective. Tant que le groupe valide implicitement la scène, par le silence, le rire ou l'absence d'opposition, la hiérarchie semble consolidée. Mais cette validation est instable. Le groupe peut changer de perception si l'humiliation devient excessive ou injustifiée. L'attaquant peut alors être perçu non plus comme dominant, mais comme abusif. Il existe un seuil invisible. Une humiliation légère peut être intégrée comme jeu social. Une humiliation répétée transforme la dynamique. Elle crée un climat d'insécurité. Les membres du groupe comprennent qu'ils pourraient être les prochains. La domination cesse d'être un signe de force et devient un signe d'agression potentielle. La cohésion se fragilise. Ce mécanisme explique pourquoi certains leaders perdent progressivement leur autorité en humiliant publiquement leurs subordonnés. Au début, cela paraît renforcer leur pouvoir, mais à long terme, cela érode la loyauté. La peur peut maintenir une hiérarchie temporairement, mais elle génère une instabilité permanente. Le groupe reste en vigilance, et la vigilance constante n'est pas un terrain stable. Du côté de la personne humiliée, la scène publique crée une mémoire émotionnelle intense, non pas seulement parce qu'elle est douloureuse, mais parce qu'elle est partagée. La présence des témoins amplifie l'impact. L'événement devient un point de référence. Même si la personne décide de ne pas répondre immédiatement, la scène influence son comportement futur. Elle ajuste sa relation à l'attaquant et au groupe. Ce cycle, humiliation, tension, tentative de restauration, alimente de nombreux conflits prolongés. Les disputes ne portent plus sur le sujet initial, elles portent sur la position. Chaque interaction ultérieure peut devenir une occasion de rééquilibrage. La dynamique se durcit, le dialogue se charge d'enjeux implicites. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi certaines humiliations déclenchent une violence immédiate et incontrôlée. Non par impulsivité irrationnelle, mais parce que la fenêtre de restauration semble se fermer. Certaines humiliations déclenchent une violence immédiate parce que la personne visée perçoit que la fenêtre de restauration est extrêmement courte. Dans une interaction publique, le temps joue un rôle central. Plus la réponse est différée, plus l'interprétation collective se stabilise. Le groupe enregistre la scène presque en temps réel. Si aucune correction n'intervient, la hiérarchie implicite semble validée. Cette perception crée une urgence. L'urgence n'est pas seulement émotionnelle, elle est structurelle. La personne humiliée ressent que chaque seconde sans réaction renforce la nouvelle position qui vient d'être suggérée. L'attaque n'est pas seulement verbale, elle modifie l'équilibre visible. Et dans certains contextes, milieu compétitif, environnement où la réputation est centrale, groupe fortement hiérarchisé, laisser cette modification s'installer peut avoir des conséquences durables. C'est dans cette compression temporelle que surgit la violence immédiate. Elle apparaît comme une tentative brutale de réinitialisation. Elle cherche à effacer la scène en produisant une scène plus forte encore. L'objectif implicite n'est pas de punir l'offense, mais de redéfinir la hiérarchie avant qu'elle ne se fige. Plus l'humiliation est claire et publique, plus la réponse tend à l'être également. Il est important de comprendre que cette réaction n'est pas toujours proportionnelle au contenu initial. Une remarque apparemment banale peut déclencher une réaction extrême si elle est perçue comme un repositionnement devant témoin. L'intensité de la réponse correspond alors à l'intensité perçue du déplacement de statut, non à la gravité objective des mots.
La présence d'un public transforme radicalement la dynamique. En privé, la personne humiliée peut négocier, expliquer, relativiser. En public, chaque geste devient performatif. Le silence peut être interprété comme soumission. Une réponse faible peut être interprétée comme confirmation du nouveau statut. La pression est donc double. Il faut répondre, et il faut répondre de manière suffisamment forte pour être visible. Ce mécanisme explique pourquoi certains conflits explosent dans des contextes sociaux précis. Bars, réunions, scènes publiques, réseaux sociaux. La visibilité multiplie l'impact. Sur les plateformes numériques, l'audience est parfois massive. Une humiliation en ligne n'est pas seulement publique, elle est archivable. Elle peut être revue, partagée, commentée. Cette permanence amplifie l'urgence de restauration. La violence immédiate n'est cependant qu'une des réponses possibles. Dans certains cas, la personne humiliée perçoit que toute réaction directe aggraverait la situation. Elle choisit alors le retrait stratégique. Mais ce retrait n'efface pas l'enjeu. Il déplace simplement la restauration dans le temps. Et cette restauration différée peut être plus froide, plus calculée. Ce qui relie toutes ces réactions, immédiates ou différées, est la perception d'une perte publique. Tant que la scène est privée, la menace reste limitée. Dès qu'elle devient collective, elle touche à la structure même des relations. Le groupe devient témoin et arbitre implicite. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi la véritable puissance ne consiste pas à répondre violemment à une humiliation publique, mais à empêcher qu'elle produise le déplacement hiérarchique recherché. La véritable puissance face à l'humiliation publique ne consiste pas à répondre violemment. Elle consiste à empêcher que le déplacement hiérarchique recherché s'installe. L'erreur la plus fréquente est de croire que seule une réaction plus forte peut effacer la scène. Or, une réaction excessive confirme souvent que l'attaque a atteint son objectif. Elle montre que la position a été réellement menacée. Lorsque l'humiliation provoque une explosion immédiate, le groupe ne retient pas seulement l'offense initiale, il retient aussi la perte de contrôle. Et la perte de contrôle peut devenir un second signal hiérarchique. La tentative de restauration crée parfois un nouveau déséquilibre. Ce qui devait rétablir la position peut l'affaiblir davantage. Il existe pourtant une autre dynamique. Une humiliation publique repose sur une attente implicite, celle d'une déstabilisation visible. Si cette déstabilisation n'apparaît pas, le signal envoyé au groupe perd de sa force. Le public observe non seulement l'attaque, mais aussi la réaction. Si la réaction ne valide pas le repositionnement, la hiérarchie reste ambiguë. Cela ne signifie pas rester passif. Cela signifie répondre sans alimenter la logique de confrontation. Une réponse brève, calme, proportionnée, peut suffire à neutraliser le déplacement sans créer une scène supplémentaire. Dans certains cas, l'absence de réaction immédiate, suivie d'une clarification posée dans un cadre maîtrisé, protège davantage de statu qu'une riposte spectaculaire. La clé réside dans la distinction entre émotion et structure. L'émotion pousse à compenser l'humiliation par une démonstration de force. La structure exige seulement que le repositionnement ne soit pas validé. Si le groupe ne perçoit pas une diminution durable, l'attaque perd son efficacité. Le statut ne dépend pas d'un moment isolé, mais de la cohérence dans le temps. Il faut également reconnaître que certaines humiliations sont conçues précisément pour provoquer une réaction violente. L'attaquant cherche à transformer une remarque en conflit ouvert afin de déplacer la perception collective. Dans ce cas, la violence devient le piège. Elle amplifie la scène au lieu de la réduire. Comprendre ce mécanisme change la lecture des conflits publics. Ce qui paraît être une question d'orgueil est souvent une question de structure sociale.
Ce qui semble être une réaction irrationnelle est souvent une tentative de rééquilibrage perçue comme urgent. Mais l'équilibre peut être restauré sans escalade, à condition que la réponse ne valide pas le cadre imposé. La stabilité réelle ne consiste pas à éviter toute attaque. Elle consiste à ne pas laisser chaque attaque redéfinir la position. Une humiliation publique ne devient dangereuse que si elle transforme durablement la perception collective. Si cette transformation n'a pas lieu, l'événement s'efface. Peut-être que la violence naît moins de l'insulte elle-même que de la peur que le groupe ait déjà choisi une nouvelle hiérarchie. Et peut-être que la véritable maîtrise consiste à ne pas se battre pour chaque scène, mais à maintenir une position qui ne dépend pas d'un instant d'exposition. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.